Herbivore au Japon. Peut-être que ce terme ne vous dit rien, pourtant en 2010 il concerne 61% des hommes dans la vingtaine et 70% des hommes dans la trentaine au pays du soleil levant. Ils sont un énorme problème et même considérés comme un fardeau. Mais alors qui sont ces personnes qu'on appelle les herbivores? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, et peut-on parler de ce nouveau décor? Vraiment, j'adore, il y a pas mal d'éléments qui sont repris de l'ancien, étant donné que je suis carrément dans le même endroit. Mais il y a tout ce côté échoppe japonaise avec le détail un peu bordélique qui est vraiment fabuleux à mes yeux. Bref, trêve de mondanité. Non, ça c'est pour la prochaine vidéo. Les Japonais ne font plus l'amour, ils ont des poupées, ils ont des konkatsu pour trouver l'amour, et malgré tous les efforts fournis, le taux de natalité continue de baisser, ce qui conduit à un vieillissement ultra accéléré de la population. Tout ça, c'est une réalité, mais j'ai quand même l'impression que les reportages qui sont faits au Japon, eh bien, ils évitent ou contournent le fond du problème. Il s'agit du phénomène des Soushokudanshi qu'on pourrait traduire par herbivore. Alors non, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, ça désigne, semble-t-il, des personnes qui n'ont plus aucune attirance pour des rapports physiques. Ils ne sont plus attirés par la chair / la viande, et donc c'est pour ça qu'on les appelle les herbivores. Mais en fait, être un herbivore, c'est bien plus large que ça. C'est carrément un mode de vie, et ils sont tenus comme responsables de tous les grands maux du Japon. Que ça soit la baisse de natalité, ou encore le déclin économique, carrément. Mais alors qui sont ces affreux personnages qui gangrènent la société japonaise? Eh bien si vous voulez en savoir plus sur ces japonais herbivores, et aussi sur ces couples qui ne font plus de sport, vous êtes au bon endroit. Rassurez-vous, je ne vais pas commencer par vous dire qu'ils préfèrent jouer aux jeux vidéo dans leur chambre, à moins qu'il s'agisse de Honkai Star Rail! Space Fantasy Game で強い点はストーリー。特急アストラルでいろんな世界を冒険しに行きなさい。あそこでは秘密と戦いが待っている。お願いだ。一緒に戦ってくれ。Honkai Star Rail, c'est un RPG Space Fantasy développé par Hoyoverse. Ce sont les mêmes qui ont fait Genshin Impact. Et je suis là pour te dire qu'il passe en version 1.2. Et pour l'occasion, ils ont mis en avant le personnage de Blade. Perso, il me rappelle beaucoup Zhongli dans Genshin Impact, et tu peux pas ne pas aimer Zhongli de Genshin Impact. C'est comme ça. Bon, par contre, niveau personnalité, Blade, on est sur quelque chose de bien différent. C'est pas quelqu'un de très chaleureux, on va dire. Il passe de personne très réservée à personne extrêmement colérique et un assassin dangereux. Pour couronner le tout, il est immortel, et il considère ça comme étant une malédiction. Et j'avoue qu'en fait, sur le long terme, ça se comprend. Vous avez le lien dans la description pour télécharger gratuitement Honkai Star Rail, et vous avez aussi un code cadeau qui vous permettra d'avoir 50 jades stellaires, et croyez-moi, vous allez en avoir besoin, donc prenez-le, vraiment prenez-le. Éclatement de la bulle économique. Déjà, pour comprendre un peu le schéma social japonais, je dois vous parler de la bulle et de l'après-bulle. Ne partez pas tout de suite de la vidéo, s'il vous plaît. Il y a notamment quelques références à ça dans l'excellent animé Agoretsuko. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous voulez connaître grossièrement le fonctionnement de la société japonaise, l'animé Agoretsuko, c'est juste une pépite. On voit les interactions amicales, amoureuses, au travail, c'est très précis et assez vrai. Et justement, sur la dernière saison, il y a une rupture entre les personnes qui ont connu l'avant-éclatement de la bulle économique et ceux qui sont arrivés après. Et je vais avoir besoin de vous faire un petit cours d'histoire ultra simplifié sur l'économie japonaise post-Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, le Japon est tout cassé. Les États-Unis injectent de l'argent pour reconstruire, mais ce n'est pas suffisant. Alors l'État japonais va demander aux Japonais de financer eux-mêmes la reconstruction du pays. Et à votre avis, ils ont dit quoi? Oui! Les Japonais se mettent alors à épargner, et c'est le début du miracle économique. Tout roule, tout se vend, tout s'achète, le PIB du Japon explose, on est à plus 11,5% par an en moyenne, c'est juste monstrueux. Pour vous dire, aujourd'hui quand on est à 2%, on se félicite. L'apogée de tout ça, c'est 1988. Le Japon est le numéro 1 mondial en ce qui concerne la banque, l'industrie électronique et l'industrie automobile. Alors, clairement, ça claque. Sauf que... crac, en 1990, la bulle éclate. C'est la faillite, le dollar se dévalue, le yen devient cher et perd de son attractivité. Et c'est surtout l'immobilier japonais qui est affecté. La valeur de certains biens situés à Shinjuku en l'espace de 15 ans, eh bien elle va être divisée par 100. Par 100! C'est pourquoi l'économie entre 1990 jusqu'à 2000, voire même 2005, eh bien on parle de décennies
perdu. Et même si on sait que tout ceci c'est à cause de la dévaluation du dollar et de certaines bulles voilà, qui n'auraient pas dû se former sur des prix aberrants de l'immobilier, eh bien on a quand même besoin d'un coupable. Parce que les Japonais, au fond d'eux, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'économie ne repart pas comme avant. Pourquoi elle stagne en fait comme ça. Donc on a besoin d'un coupable et il est tout trouvé. Si avant ça fonctionnait et que maintenant ça ne fonctionne plus, il suffit d'accuser la nouvelle génération. Grossièrement, les personnes ayant connu la période avant l'éclatement de la bulle économique reprochent à la nouvelle génération d'être fainéante et de manquer de bonne volonté. Et la nouvelle génération reproche à l'ancienne d'avoir juste joué en mode facile durant toutes ces années et que eux se retrouvent avec le poids sur les épaules de toutes leurs bêtises passées. Bon, personnellement, je pense que la vérité se situe un peu entre les deux. Oui, clairement, je ne me mouille pas. Mais c'est précisément pour casser les clichés autour d'une nouvelle génération fainéante que va naître le mot Soushokudanshi, les herbivores. 2006. C'est en 2006 que pour la première fois le mot Soushokudanshi est utilisé. Il est créé par Maki Fukasawa dans une série d'articles du magazine hebdomadaire Nikkei Business. Son objectif avec cette série d'articles, c'est de défendre cette nouvelle génération qui est si incomprise par les précédentes. Mais c'est aussi de catégoriser les différents types de garçons. Encore, oui, visiblement catégoriser, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire au Japon. De mettre chaque chose dans une case, on a vraiment besoin que tout aille bien à sa place. On se souvient par exemple des différentes catégories de visage des garçons, avec la sauce, le ketchup, le sel, etc. Et c'est parti pour quelques types de garçons, selon Maki Fukasawa. Les Spectodanshi. L'homme respectueux. Littéralement. Lui, il accorde une grande importance à la famille, à ses amis, mais aussi à son lieu d'origine, donc là où il est né, et à la ponctualité. Bencha-danshi. L'homme entrepreneur. Globalement, c'est le start-upper français, à la différence qu'en 2006 au Japon, eh bien l'idée d'un emploi à vie dans la même entreprise s'effrite de plus en plus. Ça s'appelle le Koyo Seido et à l'époque au Japon, c'était vraiment la classique. On rentrait dans une entreprise juste après avoir été diplômé et on restait toute sa vie dans cette même entreprise. Et enfin, dernière catégorie que je vous présente, bien évidemment, le Soushokudanshi. Des hommes avec une attitude indifférente et non assertive envers le désir de la chair. Ils voient en elles leur côté d'abord humain plus qu'un objet de désir. C'est bien, mais pour Fukasawa, donc celle qui a inventé le terme, ils ne sont pas dénués de sentiments amoureux. Ils restent toutefois assez mous et nonchalants avec leur moitié, ce qui veut dire qu'on n'aime pas beaucoup, mais on ne se fâche pas beaucoup non plus. Et je trouve ça très vrai, en tout cas personnellement c'est totalement mon cas, je ne me fâche que quand j'ai des forts sentiments. Pour aller plus loin, Fukasawa dit qu'ils sont des atouts de taille dans des entreprises où il y a beaucoup de femmes. En effet, leur aisance dans la communication avec les personnes de sexe opposé en font des éléments très appréciés et plus égalitaires. Et l'égalité se prolonge aussi dans une absence de galanterie. Ils ne feront jamais le premier pas en amour et il faut pas compter sur eux pour payer l'addition. Ce sera 50-50. Mais attends Louis, je comprends pas. Les herbivores, ils sont pas censés ne pas être attirés par les autres et donc ne pas avoir de relation? Bien remarqué. En effet, je me dois de vous prévenir. La définition que je viens de vous donner, ça reste celle de Maki Fukasawa. Mais, elle est très loin de faire l'unanimité. Parce que d'autres auteurs vont s'approprier ce terme en y donnant leur propre définition. En 2008, ce sont deux autres personnes qui vont nous intéresser, Masahiro Morioka et Megumi Ushikubo. Le premier, Masahiro, c'est un philosophe japonais, et Megumi, c'est une rédactrice en marketing japonais. Et leur point commun, c'est que cette même année, en 2008, ils vont tous les deux sortir un livre traitant à 100% de ces herbivores au Japon. Herbivore Men's Love Trees de Masahiro Morioka et Les herbivores vont changer le monde par Megumi Ushikubo. Mais ces deux livres, ça va être des giga best-sellers. Ce sont véritablement eux qui vont populariser le terme Soushokudanshi, les herbivores, dans les médias japonais. Dès l'année suivante, c'est toute la presse écrite, donc le Yomiuri Shimbun, le Mainichi Shimbun, le Asahi Shimbun, qui réutilisent à tire-larigot ce terme de Soushokudanshi. Les herbivores intriguent les japonais et ça devient un sujet de discussion brûlant. 10代の女性に集まってもらい、最近の男性について語ってもらった。肉食は自分から行くけど、草食は待ってるみたいな感じで、女の人から告白が基本みたいなの聞いて、でもなんか告白して嫌われたら怖いとか、そういうのがあって、なんか告白しないって。告白は男の人からされたい。やっぱそうだよね。それはそうだよね。Nous arrivons donc en 2009 et là c'est vraiment l'explosion de l'utilisation du terme Soushokudanshi. On en voit de partout. Il y a des films même qui sont produits autour d'un Soushokudanshi qui ne comprend pas les avances, voilà, d'une femme. Et donc c'est rigolo, hahaha, il comprend rien. どうしよう。じゃあ寝るとき電気消してね。こいつは長い夜になりそうだ。ブラジャーブラジャー
Et pendant ce temps, l'ancienne génération déplore la nouvelle génération molle et sans aucun entrain pour les rapports physiques. Et c'est là où des caractéristiques totalement contradictoires à la définition de Maki Fukasawa concernant les herbivores vont apparaître. J'aurais pu dire vont fleurir, pour le jeu de mots. On dit d'eux qu'ils n'ont aucune relation amoureuse, qu'ils sont peu attirés par l'argent, qu'ils ont du mal à communiquer avec les autres, qu'ils sont très renfermés sur eux, qu'ils ne sortent pas de chez eux. Mais quoi? On est juste passé de quelqu'un qui n'a pas trop envie de séduire à un hikikomori complet qui ne veut plus voir la lumière du jour. Et pour qu'on se rende compte à quel point la définition initiale a été remaniée, remodelée, quoi de mieux qu'un sondage auprès des japonais? 100% des sondés ont associé les herbivores à des casaniers, des personnes qui aiment les activités d'intérieur. 70% pensent que les herbivores parlent doucement. 65% pensent qu'ils sont passifs dans une relation. Ça, ce sont des points qui n'ont été jamais évoqués par Maki Fukasawa, peut-être à part le dernier, mais il y a des points qu'elle a définis comme étant des bases du comportement des Soushoku Danshi qui ont complètement disparu. 5,6% des sondés pensent que les herbivores sont doués pour communiquer, autant dire que quasiment personne, et 18,5% sont d'accord avec le fait qu'ils partagent l'addition lors d'un rendez-vous amoureux. Tout l'aspect communication a été complètement effacé et on se rapproche beaucoup plus de quelqu'un de inapte socialement. Et ça, j'ai quand même cette petite impression que ce sont les médias japonais qui sont tenus forcément par l'ancienne génération qui ont bien manipulé la définition de Maki Fukasawa pour faire passer les herbivores pour des gens complètement bizarres. Pour vous rendre compte à quel point il y a une diversité dans les définitions concernant les herbivores, je vous présente le travail d'une étudiante qui a fait sa thèse en France sur le même sujet. Elle a fait un graphique avec en colonne les différents critères le plus souvent associés aux herbivores, et pour les lignes, ce sont les différents auteurs ou magazines qui utilisent ce terme. Et regardez-moi ce joyeux bordel, il y a absolument personne qui est d'accord. Morioka n'a par exemple aucun point en commun avec Fukasawa, qui est pourtant l'auteur du terme. Genre, ils peuvent utiliser le même mot, dans le même contexte, et pourtant pour eux ça veut dire deux choses radicalement différentes. Bon, maintenant que vous avez compris qu'il est pour moi impossible de donner une définition claire, nette et précise d'un Soushoku Danshi, d'un herbivore, il est temps d'arrêter de tourner autour du pot. Le vrai critère qui va leur coller à la peau comme un vieux chewing-gum séché qui pourtant n'était absolument pas présent dans la définition initiale, c'est le fait qu'ils ne veuillent pas faire l'amour. Herbivore égale pas d'amour. Les gens qui dès le départ ne veulent jamais avoir de rapport, j'ai beau avoir cherché, franchement je tombe que sur des cas très isolés. Vraiment, je veux être précis là-dessus, ce n'est absolument pas une tendance. En fait, j'ai presque l'impression que cette image de herbivore égale pas d'amour, eh bien ça vient plus des reportages qui sont faits en langue étrangère. Tout est fait pour les tourner en ridicule et en faire des gens déviants avec un comportement anormal. Comme par exemple avec ce monsieur dans cet izakaya qui nous explique que voilà, être un homme, c'est voilà, aimer les femmes. On les qualifie quand même parfois de biologiquement inaptes. Ça va loin, parce qu'ils ne veulent pas se reproduire. Ils ne sont pas contre l'amour, c'est plutôt qu'ils ne sont pas très emballés à l'idée d'avoir une petite copine. Si ça tombe du ciel, pourquoi pas, mais ils vont pas faire énormément d'efforts pour ça. Tout ça parce qu'ils peuvent très bien évacuer leur envie tout seuls et différemment. Mais alors pourquoi le faire plutôt tout seul qu'avec une petite copine? Eh bien parce que beaucoup de japonais se disent que les femmes, c'est stressant. 自分に自信がないですね。もうずっと昔から学生の頃とかにやっぱり女の子にモテてなかったりとか、結構女の子に告白とかはしたんですけど、それで振られちゃってもうトラウマじゃないですけど自信がなくなっちゃってって感じですね。Traumatisé par les femmes. Et ce monsieur est loin d'être une exception. Dans les cas extrêmes, ça peut conduire à un isolement complet comme pour un hikikomori, ou alors ces hommes peuvent jeter leur dévolu sur ce qu'on appelle des filles en 2D. Des personnages d'animé qui ne les feront pas souffrir et qui ne les rejetteront pas. Mais avant d'avoir peur des femmes et de leur rejet, j'ai vraiment la sensation que pour les hommes dans leur globalité, ils sont saoulés par les femmes, ou plutôt ils sont saoulés par tout ce que ça implique d'être en couple. Devoir payer les sorties, les organiser très précisément, veiller à ne pas prendre quelque chose qu'elles n'aiment pas, réserver le restaurant, les activités, les horaires pour rentrer, penser aux cadeaux des 1 mois, 3 mois, 6 mois, 4 jours, 2 heures et 7 minutes. Donc franchement quand tu les écoutes, t'as vraiment l'impression que sortir avec une fille au Japon c'est une corvée et qu'il n'y a aucun plaisir. Après je comprends aussi un petit peu la frustration d'avoir un partenaire peu enthousiaste quand au départ elle t'a dit « fais ce que tu veux !» Et tu sens dans cette vidéo où on demande aux jeunes japonais qu'est-ce qui les saoule chez les femmes, qu'il y en a
Ils veulent juste plus faire d'efforts. Je voudrais juste qu'elle m'envoie un message quand on va sortir, et c'est tout. La flemme est interstellaire. Mais en fait, toutes ces petites règles ont été instaurées dans les relations japonaises par un machisme de la génération précédente, avant l'éclatement de la bulle économique. Ils étaient beaucoup plus macho et leader. L'homme qui décide, c'est l'homme qui lead. Mais aujourd'hui, les Japonais deviennent herbivores parce qu'ils sont fatigués de devoir tout décider et d'avoir toute la responsabilité sur leurs épaules. Et c'est là où on touche quelque chose du doigt, la nouvelle génération qui veut faire tout l'inverse de la génération précédente. Si au départ on a l'impression que les herbivores au Japon ça vient d'un comportement déviant et anormal, en vérité quand tu creuses c'est juste une réaction logique au contexte social japonais, ce qui résulte en un rejet du père très prononcé. On va chercher à s'en éloigner le plus possible et à adopter des comportements complètement opposés à ce dernier. Le père qui est de la génération avant l'éclatement de la bulle économique, il est très porté sur l'argent et les femmes. Alors par rejet de cette mentalité, les enfants post-éclatement de la bulle économique sont très peu enclins à séduire et ne sont pas intéressés par un travail acharné pour gagner beaucoup d'argent. Et c'est leur bon vouloir! Sauf que ça a des conséquences. Les herbivores sont responsables de la catastrophe japonaise. C'est bien entendu le vieillissement de la population. Je pense que c'est le problème numéro 1 du pays. Et si on cherche un indirect, pour répondre à la question, c'est oui. Vu que les Sosokudanshi sont peu ambitieux au travail ou en amour, ça en fait de très mauvais papas potentiels. Mais au Japon, avant de devenir papa, il faut d'abord devenir un mari. Et le rejet du mariage, là par contre, c'est quelque chose de très fort au Japon. Et ça, c'est une réalité. Le truc de on veut pas faire l'amour célibataire, ça, pas trop vu. Par contre, on veut pas se marier. Là oui. Selon une enquête, 17,3% des hommes et 14,6% des femmes âgées de 18 à 34 ans ont déclaré qu'ils n'avaient jamais l'intention de se marier. Et si on prend uniquement les trentenaires, ces nombres augmentent jusqu'à 26,5% pour les hommes et 25,4% pour les femmes. En opposition à avant l'éclatement de la bulle économique, eh bien ces pourcentages étaient à 2,3 chez les hommes et 4,1 chez les femmes. Ah, l'augmentation, clairement, elle se fait sentir. Mais alors si on veut savoir si effectivement les herbivores sont responsables du naufrage japonais, eh bien on doit d'abord comprendre pourquoi on ne veut plus se marier au Japon. Lorsqu'on parle de diminution de mariage au Japon, il y a systématiquement dans les articles qui en parlent 2 raisons qui ressortent. La détérioration de la macroéconomie, la montée de l'individualisme. Alors, la détérioration de la macroéconomie, c'est un terme très compliqué pour dire que le salaire des hommes n'est plus aussi élevé qu'avant. Et donc l'homme ne peut plus faire vivre à lui seul toute sa famille sur son salaire. Et pour ce qui est de la montée de l'individualisme, comme son nom l'indique, c'est le fait de penser d'abord à soi. Et ça pourrait sonner très paradoxal dans la société japonaise, puisque je vous rabâche en permanence que là-bas, on pense d'abord à la communauté et à la collectivité avant de penser à soi. Je vais vous expliquer simplement. En France, vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de modèle de couple prédéfini. Ou en tout cas, s'il y en a un, il est beaucoup moins marqué qu'au Japon. En France, chaque couple marié établit ses propres règles, alors qu'au Japon, le mariage vient avec son lot colossal de petites règles bien définies. La femme qui doit s'occuper du ménage, le mari qui doit ramener les sous à la maison, la femme qui s'occupe des papiers, les deux doivent faire leur devoir conjugal. Sans compter les nouvelles petites règles une fois qu'on a un enfant. Trouver une crèche, gérer les relations avec les autres parents, trouver une école, rencontrer les professeurs. Et tout ceci, c'est bien maintenu en place parce qu'on veut sauver les apparences et garder la face. Et oui, au Japon, le regard des autres, on ne s'en fiche pas, du tout. Le concept de nous deux contre le monde au Japon, clairement, il n'existe pas trop. Donc tout est tellement rigide et formaté dans ce modèle de mariage qu'ils n'y trouvent même plus leur compte et ils n'éprouvent aucune satisfaction à être dedans. Et donc ils préfèrent rester seuls et ça sonne individualiste. Mais pour moi, c'est plus un aveu d'échec. Pour continuer le parallèle avec la France, je suis sûr que à l'époque, ça existait le modèle de mariage prédéfini avec toutes ces petites règles. Sauf que, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, c'est bon, on en a rien à faire, on casse les codes et on fait ce qu'on veut. Ce modèle qui était en place peut-être depuis plusieurs années, il a été brisé. Mais les Japonais, eux, plutôt que de tenter de changer ce format du mariage qui les déplaît, eh bien ils choisissent la solution de facilité et préfèrent tout simplement rejeter le modèle. C'est ce qui fait d'ailleurs que les services individualistes, eh bien, fleurissent au Japon. Que ça soit des endroits pour se soulager ou juste avoir de la compagnie. En fait, le Japon, c'est vraiment devenu le pays de rêve pour les célibataires qui souhaitent rester célibataires tout en assouvissant leurs besoins. Donc la catastrophe, est-ce que c'est vraiment la faute aux herbivores? Oui, mais pour moi, ils ne sont juste qu'une conséquence de ce modèle de Japon trop rigide. Mais je distingue tout de même un peu de lâcheté parmi les Japonais qui, justement, n'arrivent pas à affronter le regard des autres. Après, on va s'avouer aussi que les couples au Japon, clairement, ils respirent pas la joie de vivre. Mariage sans amour physique.
Ça, c'est un truc giga connu sur le Japon. Les couples qui ne font plus l'amour, surtout après le premier enfant. Et j'avais aussi cette image suite à un reportage qui avait été diffusé il y a 10-15 ans de ça, où on voyait une femme qui disait qu'elle devait plus embrasser son rôle de maman, plus que son rôle de femme. Mais que malgré tout ça, tout allait très bien dans leur couple. Donc je me suis dit que s'il y avait quelqu'un dans le couple qui ne voulait plus faire de sport, ce serait plutôt du côté de l'épouse. Mais pas du tout! C'est le mec la feignasse le plus souvent! 最初はちゃんとセックスあるんですよ。でもなんかだんだん回数が減ってきて、もともと1週間1回2回あったものが2週間ぐらいになってきて、だんだんなくなって、もう気づけば何ヶ月、半年とかなくなってきたって感じですね。ママはね、結構ね、私、セックスあっていいと思ってるんですって言うんですよ。なのに、パパがね、男性ができひん、もう無理、そういうのはいいですって言って、ママがなんとなくこう仕向けていっても、パパが断るっていうパターンがめっちゃ増えてるんですよ。ここ5年、6年ぐらいかな。Si peut-être avant, eh bien après le premier enfant, les mamans du coup ne voulaient plus jamais avoir de rapport, la situation aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Le nombre de femmes japonaises qui consultent des sexologues pour dire que sur cet aspect-là, leur mariage prend l'eau, mais ça explose. Et là, peut-être que vous allez me dire, non mais Louis, ça c'est encore du what the fuck Japan, ça concerne que très peu de couples au Japon, ce n'est absolument pas une généralité. 47,2%. C'est le pourcentage de couples mariés qui ont admis ne plus avoir de rapport et de faire de sport. Donc non, clairement, ici on ne parle absolument pas d'un cas isolé. Donc vous avez compris, quand ils sont célibataires, ils veulent quand même, quand ils sont en couple, ils veulent plus. Tout va bien. 私は全然問題として捉えていなかったって感じでしたね。不満でしたね。不満っていうか仕事で疲れてるって言ってたから、なんかすごい今大変な案件をって言ってたよね。それずっと言ってたね。言ってた。そうそう。いつ終わんねんみたいな。L'excuse classique c'est « Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment, je suis fatigué, je veux dormir ». Bon ça on a bien compris que c'était juste une excuse, alors c'est quoi les vraies raisons? La première, c'est la fatigue chronique du travail acharné au Japon. Donc c'était peut-être pas tant une excuse bidon que ça. 35,2% des hommes japonais disent que le travail les rend trop fatigués. Et ça pour le coup, ça a une vraie incidence au niveau hormonal et forcément au niveau libido. La deuxième raison, c'est la perte de l'attractivité envers la femme à cause de la peur qu'on a envers sa femme. Lorsqu'on pose la question aux japonais, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Eh bien en 4ème position, la réponse la plus donnée, c'est mon épouse. Ah, on aurait pu penser que c'était pour la vanne comme ça pour rigoler. Non! Premier degré, les japonais ont vraiment peur de leur épouse. Et raison numéro 3, c'est la difficulté de la communication à ce sujet. Déjà que la communication, c'est pas le point fort des japonais, mais alors là, le problème, il stagne bien. Ça se prend le chou sur ce qu'est-ce que pourrait penser l'autre, mais il faut pas le vexer, donc du coup, je vais penser que peut-être qu'il pense déjà que je pense à ce que je vais lui dire, donc je ne vais pas lui dire direct. Oh, c'est le bordel. Alors, pour résoudre ce problème, les japonais, ils tentent tout. Que ça soit les consultations, les médicaments, le 3e homme aussi. Oui. Mais peut-être que finalement, la meilleure solution lorsqu'on ne s'entend pas sur ce genre de sujet et que la situation devient invivable pour l'un et pour l'autre, eh bien c'est le divorce. Mais malheureusement, encore une fois, petite règle à la japonaise, on ne divorce pas si facilement au Japon. Tout ça bien sûr c'est dans le but de sauver les apparences, et c'est parfait, encore une fois, le mari et la femme peuvent rester insatisfaits et tristes ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'aimerais remercier tout particulièrement Sony Bardot. J'ai réussi à récupérer beaucoup d'informations sur la première partie de cette vidéo grâce à la thèse qu'il a fait pour son master. À part ça, j'espère que la vidéo vous a plu et que le décor bien entendu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.